Ok. Bonjour tout le monde. Donc, nous allons voir aujourd'hui un cours qui parle de syndrome hépatopulmonaire. C'est pas fréquent, mais c'est intéressant, donc il faut le connaître pour savoir le diagnostiquer parce qu'il est souvent sous-diagnostiqué, surtout chez l'enfant. Donc, les questions qui se posent devant cette entité, c'est quoi le syndrome hépatopulmonaire? Dans quelles circonstances se développe ce syndrome? Quelle est la lésion intrapulmonaire qui va être responsable de ce syndrome? Quelles sont les explorations à demander pour le confirmer? Et quelles sont les possibilités thérapeutiques si on fait le diagnostic? Toujours soyons pratiques, donc on va voir tout ça à travers un cas clinique. Donc, je vous présente le cas de Issa. Quand il nous a consulté, il avait un âge de 14 ans. Il est suivi dans notre service depuis le jeune âge pour maladie de Gaucher de type 1. Il consulte à l'âge de 14 ans, il m'a consulté pour dyspnée d'effort qui s'aggrave progressivement et ça évolue depuis un mois. Dans ses antécédents, il est né de parents consanguins deuxième degré, fratrie sans bon état de santé apparente. Il avait 2 oncles paternels connus porteurs de la même maladie, donc la maladie de Gaucher, suivie déjà à l'hôpital Kerouan, et malheureusement, les 2 oncles étaient décédés. Il avait une tante paternelle âgée de 29 ans qui est atteinte de maladie de Gaucher. Donc, il y a une atteinte familiale de cette maladie et notre enfant, il est déjà diagnostiqué à l'âge de 2 ans par étude enzymatique. Le diagnostic était confirmé que c'est une maladie de Gaucher de type 1. À l'âge de 4 ans et 6 ans, ces patients, donc enfants, ils font des splénomégalies importantes qui peuvent être handicapantes aussi. Donc, il a eu des splénectomies partielles 2 fois à cette époque. Donc, à l'âge de 6 ans, il a quand même présenté une complication à type de thrombose de veine porte, compliquant la splénectomie. Il a été traité symptomatiquement par héparinothérapie antivitamine K. À l'âge de 8 ans, il a été hospitalisé dans notre service pour choralumatomite. À l'âge de 9 ans, il a présenté une ostéonécrose de la tête fémorale droite, confirmée à la scintigraphie. Et à l'âge de 13 ans, bon, cette ostéonécrose, ça se voit dans cette pathologie, la maladie de Gaucher. À l'âge de 13 ans, il présente des gingivorragies de moyenne abondance, dont l'origine stomatologique a été retenue. Il avait un TP à 51%, TCK allongé. Il était suivi régulièrement à notre consultation et le contrôle biologique de sa fonction hépatique a montré qu'il était à stade de cirrhose malheureusement et d'insuffisance hépatocellulaire secondaire à cette pathologie de surcharge, donc la maladie de Gaucher. Donc, son premier bilan à l'âge de 9 ans, il avait une albuminémie à 31, il avait une hypergamma à 27,2 grammes par litre, en faveur de la cirrhose. TP à 47%, on ne dispose pas de facteur 5 dans le dossier. L'NFS a montré donc des plaquettes à 201 000, hémoglobine à 10, anémie normochrome, normocytaire très régénérative. Vous voyez que les rétiques sont 320 000. Donc, à l'examen, à l'âge de 14 ans, on a trouvé un enfant qui avait un retard staturopondéral à moins 2,5 DS dû à sa maladie de surcharge. Il était polypnique au repos. Cette polypnie, en fait, c'est son motif de consultation à cet âge. Et il devient de plus en plus dyspnique, même à l'effort. Ça traîne quand même et ça s'aggrave depuis un mois. Il avait à l'examen une cyanose péribuccale et acrocyanose, un hypocratisme digital. Il était à un stade d'insuffisance respiratoire. Il avait l'auscultation cardio-pulmonaire, rien à signaler, pas de râle, on n'entend rien. Il avait un foie qui était dur avec un bord inférieur tranchant, une flèche hépatique à 20 cm, une splénomégalie à 6 cm. Je vous rappelle qu'il était splénectomisé partiellement à 2 reprises. Il a une circulation veineuse collatérale, pas de lésion cutanée, le reste de l'examen neurologique était normal. Donc, il y a une atteinte hépatique, on a dit qu'elle était à un stade d'insuffisance hépatocellulaire
retentissement de cette maladie et cette polypnée avec dyspnée d'effort. On a pratiqué des gaz du sang, puisqu'il y avait quand même cette cyanose péribuccale et acrocyanose. Et vous voyez ici qu'il y a une baisse de PaO2 à 66,1, une saturation d'oxygène à 81,4%. TP à 50%, TCA allongé. Il n'y avait pas de cytolyse franche, glycémie à 4,7 mmol et hyperprotidémie. La radiographie de thorax a montré un aspect de syndrome interstitiel bilatéral avec surélévation de l'hémicopole droite. L'échographie cardiaque ne montre pas de signes d'HTAP puisqu'il était dyspnéique. Il y avait de l'hypoxie chez un enfant qui a un syndrome interstitiel. Donc, il faut demander l'échographie cardiaque, rechercher l'HTAP, surtout que c'est un enfant qui a une atteinte hépatique. Donc, parmi le bilan, il faut faire une échographie cardiaque. Et nous avons complété par les explorations fonctionnelles respiratoires devant cet aspect de syndrome interstitiel. Il y avait un syndrome restrictif modéré et une anomalie de la diffusion qui était sévère. Donc, au total, c'est un enfant âgé de 14 ans qui a une maladie de surcharge avec atteinte hépatique chronique, qui présente actuellement une dyspnée d'effort qui s'aggrave progressivement. Ça évolue depuis un mois et ça s'aggrave de plus en plus. Et l'examen, on a trouvé des signes d'hypoxémie qui sont confirmés par la gazométrie. L'échographie cardiaque, il faut penser, comme on l'a dit, à l'HTAP, donc ça a été éliminé. Radiographie thorax, syndrome interstitiel, mais bien sûr, il faut compléter par un scanner thoracique et des EFR qui montrent une anomalie de la diffusion sévère. Donc, quelles sont les hypothèses diagnostiques devant un tableau pareil? Soit on a évoqué, bien sûr, qu'il y a une atteinte pulmonaire dans le cadre de cette maladie de surcharge, due d'une part à l'infiltration par les cellules de surcharge et d'autre part à la compression mécanique par l'hépatosplénomégalie. Devant surtout le syndrome restrictif, syndrome interstitiel à la radio et bien sûr, comme on l'a dit, qu'on a demandé le scanner qui va confirmer donc, ou infirmer cette hypothèse. Et bien sûr, il faut penser toujours devant une dyspnée, une hypoxie, une atteinte hépatique qui est là, donc au syndrome hépatopulmonaire qui complique cette maladie de Gaucher, l'atteinte pulmonaire secondaire à cette maladie. Quand il faut évoquer ce syndrome, devant l'association de hypoxémie, donc, qui est définie par une PaO2 inférieure à 70 mm de mercure, l'association à une maladie chronique du foie, notre patient il était au stade de cirrhose, l'absence d'HTAP qui peut expliquer ce tableau, il faut, pour confirmer le diagnostic, demander l'échocardiographie de contraste et la scintigraphie pulmonaire au macro-agrégat d'albumine marqué au 99 MTC. On va voir, ça sert à quoi tout à l'heure. Donc, pour notre patient, on a pu faire cette scintigraphie au macro-agrégat d'albumine qui a montré la présence d'une perfusion pulmonaire homogène avec passage important de radiotraceurs dans la circulation systémique. Donc, il y a un passage de la perfusion des voies pulmonaires, des vaisseaux pulmonaires, pardon, au niveau de la circulation systémique de ce radiotraceur. On a visualisé les reins, le cerveau, la moelle osseuse, témoignant de quoi ça? C'est un champ intrapulmonaire important et c'est la base de la pathogénie de ce syndrome hépatopulmonaire. Donc, l'existence d'un champ intrapulmonaire. L'échographie avec épreuve en microbulle, opacification précoce des cavités cardiaques gauche au 3e et 4e cycle, qui est en faveur de ce champ. Donc, il s'agit bel et bien d'un syndrome hépatopulmonaire compliquant l'atteinte hépatique due à la maladie de Gaucher de type 1. C'est quoi le syndrome hépatopulmonaire? Il est défini par l'association de 3 éléments d'une maladie chronique du foie, c'est le cas donc, de notre patient, c'est une maladie chronique, c'est de cirrhose chez un patient dont la cause c'est maladie de Gaucher, maladie de surcharge. Donc, maladie chronique, une hypoxémie confirmée au gaz du sang, PaO2 inférieur à 70 mm de mercure,
ou un gradient alvéolo-artériel supérieur à 20 mm de mercure, associé à une dilatation vasculaire intrapulmonaire. Cette dilatation, comment on la confirme par l'examen de Shunt et par l'échographie cardiaque ou avec épreuve au microbule ou la scintigraphie au macro-agrégat d'albumine. Chez l'adulte, quand même, c'est fréquent, elle n'est pas négligée. Donc, la prévalence chez l'adulte, on le trouve souvent chez les cirrhotiques, 4 à 30%, cavernum porte dans 2%, dans les hépatites aussi. La physiopathie de l'hypoxémie, c'est la dilatation capillaire pulmonaire. Il y a une hétérogénéité des rapports ventilation-perfusion, donc il y a une augmentation de la perfusion par rapport à la ventilation, ce qui va donner une anomalie de diffusion-perfusion, ce qui va donner ce shunt qui était confirmé par l'échographie de contraste et la scintigraphie au macro-agrégat d'albumine. J'espère que c'est clair. Donc, cette dilatation capillaire pulmonaire secondaire à ce syndrome, à cette atteinte hépatique chronique, va donner donc une hétérogénéité de rapport ventilation-perfusion. Donc, il y a une augmentation de la perfusion par rapport à la ventilation. On va avoir secondairement anomalie de la diffusion-perfusion, la balance. Donc, du coup, on va, par conséquence, donner un shunt droit-gauche. Ce shunt droit-gauche intrapulmonaire, il peut être de type 1, donc ça donne des dilatations diffuses des précapillaires et capillaires pulmonaires. De type 2, ça donne des communications artério-veineuses macroscopiques exceptionnelles. Donc là, vous voyez normalement, donc ici c'est l'alvéole, ça c'est le capillaire pulmonaire. Donc l'oxygène, il va passer, vous voyez ici que la PaO2 elle est plus importante ici, il va passer au niveau capillaire. S'il y a une anomalie de diffusion-perfusion, donc on va avoir une dilatation importante au niveau capillaire, c'est pour ça qu'on a cette anomalie. Et ce shunt va être en conséquent après dans l'évolution. Voilà, donc pourquoi on a cette dilatation vasculaire pulmonaire des capillaires? Pourquoi cette dilatation? La physiopathe, il s'agit d'un déséquilibre entre médiateur vasodilatateur et vasoconstricteur pulmonaire. Il y a une libération excessive des vasodilatateurs par ce foie qui est pathologique. Chez notre patient, c'est un foie cirrhotique chez un patient qui a la maladie de Gaucher. Donc, une atteinte hépatique chez un enfant au stade avancé donc ce foie malade va sécréter excessivement des vasodilatateurs et il y a une synthèse excessive des vasodilatateurs pulmonaires aussi. Par conséquent, c'est le NO, le monoxyde d'azote, suite à cette hypoxie relative. Donc voilà, il y a ce foie qui est pathologique, qui va sécréter donc les vasodilatateurs qui sont donc augmentés, ce qui va donner cette vasodilatation et va aboutir et donner le syndrome hépatopulmonaire à long terme. Donc, ce NO qui va être donc le rôle de NO, le NO synthétase va être sécrété, synthèse hépatique par l'endothéline 1. Le fait qu'il y a l'hypertension portale et la pullulation bactérienne qui existe au niveau des intestins, donc va augmenter ce NO synthétase qui va augmenter le NO. Ce NO, il est un puissant vasodilatateur, ça donne une relaxation du muscle dysvasculaire et ça va donner cette vasodilatation pulmonaire qui va donner l'hypoxie et va donner le syndrome hépatopulmonaire. Donc, c'est ça sur le plan physiopathologique et pathogénie. Donc, comment on dépiste précocement ce syndrome hépatopulmonaire pour ne pas arriver à un stade précoce comme un stade tardif, comme on l'a vu chez notre patient malheureusement. Il faut y penser devant toute atteinte hépatique chronique. Donc, il faut monitorer la saturation d'oxygène chez ces patients, saturation couchée, debout et à l'effort. Le fait qu'il y a une diminution de la PaO2 plus de 5% ou plus de 4 mm de mercure en position debout par rapport à la couchée, c'est en faveur de l'existence du syndrome hépatopulmonaire. Donc, c'est important un diagnostic précoce pour une prise en charge précoce.
L'échographie de contraste, c'est vrai que pas tout le monde peut le faire, donc c'est pas, mais il faut savoir la demander et sa sensibilité, elle est plus importante que la spécificité selon la littérature. La scintigraphie pulmonaire au macro-agrégat d'albumine marqué au technicium 99, c'est coûteux, c'est pas évident d'avoir ce marqueur et ça, cet examen, sa spécificité, elle est plus importante que la sensibilité. Donc, c'est un examen qui est spécifique s'il est positif. L'échographie de contraste, il est plus sensible, mais il n'est pas spécifique au syndrome hépatopulmonaire. Donc, l'idéal d'associer les deux. Et pour dépister, l'idéal, c'est cette saturation, le monitorage de la saturation pour tout patient qui a une pathologie du foie chronique. Donc, la scintigraphie pulmonaire au technicien, s'il y a ce champ, cette vasodilatation, donc il y aura un passage de ce qui existe au niveau des vaisseaux pulmonaires, la circulation, et c'est pour ça qu'on va avoir une fixation du produit de contraste dans les différents organes. Et il y a un rapport crâne sur poumon inférieur à 0,3, c'est normal. Et si on trouve que c'est supérieur à 0,3, c'est-à-dire qu'il y a un champ. Pour l'échographie cardiaque de contraste avec une épreuve de microbules, il y a une apparition de microbules dans le ventricule gauche après 4 à 6 cycles après l'injection dans une veine périphérique. En fait, on injecte des bulles d'air, c'est simple, mais il faut que le cardiologue doit avoir l'expérience. Il va donc visualiser ces microbules dans le ventricule gauche après 4 cycles, c'est en faveur du shunt. Si c'est après, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de shunt. Voilà. Donc, on avait la chance d'avoir un cardiologue qui est compétent, qui a fait le diagnostic. Ça a été confirmé par la scintigraphie, qui est un élément qui est spécifique, et on a confirmé le diagnostic du syndrome hépatopulmonaire. Le traitement des formes sévères de syndrome hépatopulmonaire repose en premier lieu, donc c'est un traitement symptomatique, l'oxygénothérapie, puisqu'il y a de l'hypoxie, donc il faut donner de l'oxygène. Ça peut être discontinu au début selon les besoins et bien sûr la sévérité de l'hypoxémie. Si c'est sévère, il faut donner de l'oxygène 24 sur 24. Sinon, on peut donner la nuit au début, puis on va voir selon les besoins. L'administration de bleu de méthylène puissant inhibiteur de NO par voie intraveineuse peut corriger transitoirement l'hypoxémie. Voilà, il y a aussi des antibiotiques, norfloxacine, qui peuvent agir au niveau des endotoxines pour diminuer donc ce NO. Les antagonistes des récepteurs B de l'endothéline. Le bleu de méthylène ici, il agit sur les NO. Les somatostastines ou analogues qui peuvent diminuer cette vasodilatation, l'aspirine aussi. Pour notre patient, donc, nous avons donné de l'oxygénothérapie. Au début, discontinu, puis c'était continu. Mais malheureusement, le diagnostic était fait très tardivement. Il n'y avait pas beaucoup de choix. Il faut faire la transplantation hépatique à ce stade. Il était au stade d'insuffisance hépatocellulaire. Il y avait beaucoup d'atteintes osseuses secondaires à sa maladie de surcharge. Malheureusement, notre patient, l'évolution était fatale. Le pronostic, il est lié à l'importance de l'hypoxémie. C'était sévère au moment du diagnostic. Donc, le traitement, ce syndrome, il peut être réversible après un geste chirurgical, après dérivation mésentérococrex, après cavoplastie. Ça dépend bien sûr de l'étiologie sous-jacente. Si cirrhose, bien sûr, c'est la transplantation hépatique. Et c'était le cas, donc, chez notre patient, il avait une cirrhose, il fallait faire la transplantation. Et pour la maladie de Gaucher, cette pathologie, donc ça ne sert à rien de faire la transplantation au stade de notre patient. Voilà, donc je pense que les pneumologues qui suivent avec nous ce COC voient quand même plus que les pédiatres ce syndrome. Il faut y penser, il est sous-diagnostiqué en pédiatrie. Vous avez vu que pour notre patient, le diagnostic malheureusement était très tardif. On a fait à l'âge de 14 ans. Le dépistage, il est simple. La saturation chez tout patient qui a une atteinte hépatique chronique, saturation assis, debout, après l'effort, c'est très important pour dépister. Importance donc de diagnostic précoce, c'est la saturation au doigt. Et bien sûr, pour confirmer le diagnostic, les deux examens scintigraphiques et
plus spécifique, échographie de contraste qui est plus sensible, mais il faut un médecin cardiologue qui, bien sûr, a de l'expérience. Et voilà. Le traitement, il est adapté au cas par cas. La transplantation en cas de maladie chronique, comme le cas de notre patient. Sinon, s'il y a une fistule portocave, bien sûr, il faut la fermer, il faut la corriger. Si cavernum porte, il faut faire le geste chirurgical adapté. Maladie de Gaucher, malheureusement, si notre patient il a eu le traitement substitutif enzymatique, qui existe dans d'autres pays actuellement dans notre pays parce que l'observation comme on dit on n'avait pas le traitement substitutif enzymatique pour notre patient et c'était trop tard de commencer. Donc honnêtement, malheureusement, il n'a pas eu ce traitement, sinon l'évolution sera nettement meilleure pour lui et pour ses oncles aussi. Voilà, bon, le cours il est facile, il est plus court. J'espère que c'était clair.